Merci Thierry, bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, il y a eu les World Skills à Lyon, donc c'est une compétition mondiale des apprentis sur à peu près 52 corps de métier. Donc ça va de la menuiserie à la coiffure, aux soins de beauté, aux charpentiers, mais aussi dans les métiers de la bouche, les cuisiniers, pâtissiers, aussi sommeliers, hôtellerie, etc. La Suisse s'est vraiment très très bien débrouillée avec sa délégation d'une cinquantaine de participants, 52. On a ramené plus d'une douzaine de médailles et ça en fait, la Suisse est en fait le premier pays européen, troisième pays mondial. Donc, quand vous prenez la grandeur de la Chine, de la Corée, et que vous savez aussi à quel point ils préparent leurs compétiteurs et leurs compétitrices, je pense que la Suisse, elle a vraiment beaucoup mérité. Voilà sur les World Skills. Et puis, de nouveau, je suis ravie d'être ici pour ce 52e événement de Courant 812. Et certes, on va parler du goût du fromage et de son évolution, mais moi j'avais envie de juste vous parler d'un volet historique par rapport au fromager. Ce volet historique étant la Suisse et la France, et en fait, il a une place certaine dans l'histoire entre nos deux pays, et une telle place qu'il y a eu même des recherches et des études qui ont été faites. Et j'ai eu l'occasion de tomber sur une mini-recherche qui a été faite par le chef du service des archives du département fédéral des affaires étrangères, dont je dépends, sur les fromagers suisses qui sont partis en France. Alors, si vous m'accordez quelques minutes, j'ai envie de vous partager un volet qui est un petit peu moins connu et que parfois on a tendance aussi à oublier, puisqu'on parle toujours de la migration ou des frontaliers français qui viennent en Suisse, etc. Et on oublie qu'à l'époque, la Suisse exportait ses talents aussi, ses compétences, hein, et c'est le cas pour le fromage. Donc, notre service historique du DFA, hein, donc du département fédéral des affaires étrangères, a trouvé que le terme fromage a été mentionné pour la première fois dans les textes de l'Ancien Testament il y a plus de 4000 ans. Et au sein de la profession règne le mythe que le fromage est né par hasard. On raconte que c'est un marchand qui, en traversant le désert, en transportant du lait dans un sac fait en estomac de mouton, aurait été le premier témoin de la transformation du lait en fromage. Alors là, si on le lit avec le goût du fromage, part du principe que c'est certainement pas à l'époque le goût qu'il a maintenant. Ensuite, pour retourner sur le volet vraiment historique franco-suisse, donc l'ouverture de la route du Gothard au XIIIe siècle et la migration des jeunes Suisses cherchant à échapper aux travaux des champs ou obligés d'effectuer leur service militaire à l'étranger contribuent à la diffusion des produits et du savoir-faire suisse au-delà des frontières helvétiques. Au XVe siècle, c'est l'Église qui joue un rôle dans le développement du secteur. Le Vatican, qui limitait la consommation de produits laitiers, a accepté de devenir plus tolérant vis-à-vis du nord des Alpes. Le fromage suisse est alors exporté et devient un produit très apprécié en Italie, dans les Flandres françaises, en Europe du Nord et en Angleterre. Au fil du temps et grâce au succès du produit, c'est au tour des producteurs de s'exporter. Il semblerait qu'une crise de l'agriculture suisse ait provoqué un pic d'émigration des fromagers dans les années 1880. Les destinations semblent avoir été surtout la France, l'Empire russe et les Amériques. La France est la destination privilégiée de cet exode fromager. Selon une étude de Claire Delfosse consacrée au savoir-faire des fromagers suisses de la France de l'Est entre 1850 et 1950, les fromagers suisses qui arrivent en France à la fin du XIXe siècle sont bien perçus et la qualité de leur travail est reconnue. N'étant plus en mesure de poursuivre leurs activités chez eux, ils rejoignent des régions montagneuses comme la Franche-Comté ou la Haute-Savoie, où ils démarrent une production de gruyère et d'emmental. Selon les recensements de l'époque, ces immigrés proviennent essentiellement des cantons ruraux de Suisse, Fribourg, Berne, Thurgovie et Saint-Gall.
Leur savoir-faire est apprécié, ce qui leur permet de trouver facilement des places de travail qui leur sont indiquées par le bouche à oreille ou encore à travers le réseau agricole de l'époque. C'est l'emmental qui remporte le plus de succès au niveau de la production. Son temps d'affinage est plus court, ce qui lui permet d'être plus rentable. Toujours selon le recensement français de l'époque, il est produit 55 000 tonnes dans les années 1930. Les Suisses immigrés en France illustrent également dans l'affinage des fromages. Dès 1921, la crème de fromage voit le jour. Elle est fabriquée à base de gruyère et d'emmental de deuxième choix. Le produit le plus connu n'est autre que la vache qui rit, un fromage à tartiner à l'effigie d'une tête de vache. Aujourd'hui, la plupart des fromagers immigrés de deuxième génération continuent d'exercer et de propager ce savoir-faire suisse en France. Et on le voit, j'en ai rencontré spécialement, surtout en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, c'était un petit volet que je trouvais intéressant dans nos relations franco-suisses que je souhaitais partager avec vous. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Stéphanie pour cet éclairage historique et économique. Et je pense qu'il y a une belle collaboration, une belle compétition parfois de temps en temps entre les Tivoises, enfin les différents fromages d'en haut, et les voisins, Vacherin, Vacherin-Vendôme. Enfin ça, vous allez peut-être nous en parler. Je pense qu'il y a plus de coopération que de friction. Et je laisse le soin à Marin d'ouvrir le débat en étant impertinente. Mais je pense qu'avec le panel qu'il y a, il y aura de l'impertinence. Merci Thierry. Bonsoir à tous et à toutes. Donc je m'appelle Marion de Mevet, je suis journaliste scientifique et puis ce soir on va parler fromage et réchauffement climatique aussi. Alors pour commencer on va faire un petit tour de table pour savoir qui est-ce qui va nous présenter ces fromages. À ma gauche il y a Jacques Duboulot qui est artisan crémier fromager affineur en France, à Annecy. À Annecy. Ensuite, nous avons Emmanuelle Arias, qui est collaboratrice scientifique dans le groupe de recherche Qualité du fromage, culture et terroir à l'agroscope. Vous pourrez nous dire après en quoi consiste l'agroscope, ce que vous faites. Et puis ensuite, nous avons Pascal Monéron, qui est gérant de l'interprofession du Vacherin-Vendôme. À sa gauche, Jacques Anchon, qui est fromager d'alpage pour l'Etiva. Il est aussi président d'honneur de la coopérative de l'Etiva. Et puis, en bout de table, je vous laisse peut-être vous présenter le penchant de Jean. Oui, alors tout à l'extrême gauche, plus insoumise qu'impertinente peut-être. Je suis vigneronne à quelques kilomètres d'ici. Je suis aussi vice-présidente de la Fondation pour la promotion du goût. Et quand on a ce type d'honneur en Suisse, effectivement, je dois reconnaître qu'en haut de la liste des produits chers à nos cœurs, on va forcément retrouver le fromage. Mais en tant que vigneronne, c'est vrai que ces deux produits ont une histoire inextricablement liée, même bien au-delà de l'Ancien Testament ou de façon plus récente dans la fête des vignerons. C'est pour moi un plaisir d'être à côté de spécialistes de cet aliment. Oui, merci. Alors, on parle de goût du fromage. Donc d'abord, on va parler des fromages qu'on a ici. À quel goût, quelle texture a l'Etiva, Monsieur Anchot, peut-être commencer comment est-ce qu'on pourrait qualifier l'Etiva? C'est une question extrêmement compliquée parce que l'Etiva est un fromage d'alpage. Ça veut dire qu'il est fabriqué entre le 10 mai et le 10 octobre. Alors, pourquoi ces dates? Parce que les pâturages d'altitude, on ne peut pas monter avec du bétail laitier avant le 10 mai parce qu'il n'y a pas d'air. Et puis au-delà du 10 octobre, c'est maintenant, on est le 11 octobre, donc hier c'était le dernier jour de fabrication du fromage de l'Etiva. Alors il y a une très grande diversité des goûts. On peut le caractériser par un certain nombre de goûts, comme le goût de noisette, le goût d'ananas, quand le fromage devient un peu vieux. Mais disons qu'il y a une multitude de goûts et d'arômes dans ce fromage. Pourquoi? Parce que entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, on est dans les préalpes du canton de Vaud. On a un profil botanique extrêmement riche et varié, et qui évolue aussi au fil de la saison. On n'a pas les mêmes fleurs et le même fourrage en début de saison de fabrication où les prés sont des jardins fleuris avec... on a dénombré, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, une étude qui a été conduite justement par l'agroscope il y a bientôt 30 ans,
qui a démontré que le goût que les herbages ou que les fourrages que les vaches consomment ont une influence sur le goût et l'arôme du lait, de la crème et du fromage. Donc c'est important. Donc on a un fromage qui est très riche en arômes par la diversité botanique des alpages. Dès le moment qu'on monte un peu au-dessus de 1300 ou 1400 mètres, on a jusqu'à 237 variétés botaniques. Et cette étude dont on parlera peut-être tout à l'heure a démontré qu'il y a des composés comme les terpènes qui ont une incidence sur les acides gras du lait qui peuvent donner des goûts particuliers à ce fromage. Est-ce qu'on peut entendre un peu le penchant du vacherin Mont d'Or? Comment on peut qualifier ces fromages? Le vacherin Mont d'Or, caractéristique, c'est quand même un des rares fromages qui a deux matières premières, le lait et le bois. Donc ce bois, ce tanin, ce goût boisé, cet arôme, on va le rechercher. Et on va le rechercher par un affinage le plus poussé possible, on va dire jusqu'aux 25 à 30 jours. Ça, c'est quand même une caractéristique dans le goût qu'on tient absolument. Et d'autre côté, on a aussi cette variété, contrairement à l'étival, où c'est quand même en altitude, dans des régions bien spécifiques. Le vacherin Mont d'Or, c'est la vallée de Joux, c'est le Jura vaudois, et c'est également, on va dire, presque au bord du lac, la région de Morges. Donc, on a une variété sur 9 fromageries différentes, avec 9 fromageries différents, plus 3 caves d'affinage, ça fait 12 au total. On a un savoir-faire à chacun qui met sa petite touche dessus en partant de ce goût boisé, cette onctuosité qu'on désire et éventuellement un tout petit peu d'amertume à la fin pour compléter le goût. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Monsieur Duboulot, vous avez travaillé sur quel fromage et comment est-ce que vous le qualifiez? Alors moi, puisque je suis à la retraite maintenant depuis 6 ans, j'étais crémier fromager affineur. Donc je sélectionnais des fromages, donc ce que m'a pris mon père, parce que l'entreprise Crémois des Marchés date de 1950. On sélectionnait des fromages de toute la région de Savoie ou de Savoie, de la France et des pays limitrophes, entre autres, que ce soit Suisse ou Italie ou d'autres coins du monde aussi. Donc, dans l'ensemble, j'ai travaillé aujourd'hui, en référence, on a 250 fromages différents donc, dans le panel de la Crémois des Marchés, c'est Marc, mon fils, qui continue. Voilà, donc un petit peu de connaissance générale ou pas grossière mais globale des fromages. Pour compléter ce qu'on dit nos confrères fromagers, ce qui est intéressant aussi, ce que j'aime bien noter aussi, c'est que ce soit pour les Clivins et pour le vacherin Mont d'Or, comme pour nous dans d'autres fromages fabriqués sur le terroir, il y a partout, c'est ce savoir-faire et cette ingéniosité qu'ont eu un jour un homme ou une femme pour faire des fromages. Donc pour les Clivins, vous pourriez peut-être le compléter, et même pour le Mont d'Or, c'est qu'à l'époque, ces fromages-là n'avaient pas de pressé cuit, qui, il est vrai, ont été enseignés entre autres en France, en Pays de Savoie entre autres, et dans le Jura, par des fromagers suisses à une époque, comme vous l'avez évoqué, puisque dans les cantons d'Annecy, dans tous les villages de Savoie et de Haute-Savoie, il y avait quelque part une majorité de fromagers suisses qui étaient installés, et des gens qui sont toujours présents donc, sur ces terroirs-là. Et donc, cette diversité, ce savoir-faire a amené des fromages vraiment spécifiques et des goûts vraiment spécifiques. Et c'est ce qui fait, grâce à ces gens-là, hein, tous ces gens, du producteur au fromager, à l'affineur, à tous les gens qui travaillent sur la filière, ce qui amène pour nous, crémiers fromagers, dans nos vitrines et pour le plaisir des gastronomes et des amateurs de fromage, une telle richesse et une telle diversité. Et là, il y a des choses à dire qui sont merveilleuses, il y a plein d'anecdotes et des choses intéressantes pour parler du fromage. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. Ouais. En parlant de cette diversité, il y a l'Agroscope qui travaille là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Maria, si vous travaillez là-bas, qu'est-ce que fait l'Agroscope? Comment est-ce qu'il utilise tout ça? Alors, l'Agroscope, c'est le centre de compétences, le centre de recherche pour toute l'agronomie en Suisse. Mais on a un site dédié au fromage dans le sud de Berne. Et là, c'est une centaine de personnes qui travaillent sur le fromage. Ça a commencé dans les années 1901, je crois, avec les premières isolations de micro-organismes. Donc, on va dans le très petit et en fait,
Nous, à Liebefeld, on est très, très sur l'influence des micro-organismes sur le fromage, sur la qualité du fromage de façon générale. Pourquoi? Parce que on sait tous quel goût a le lait, mais avec ce lait, il peut être différent, mais on va pouvoir faire toute une variété de fromages, et qui c'est qui a la manœuvre, en plus du fromager qui va appliquer une certaine technologie, on a toute une série de micro-organismes qui vont influencer déjà l'acidification, donc de faire de ce lait quelque chose de stable, un produit qui va pouvoir se garder, la fermentation lactique, et puis ensuite toute une panel de micro-organismes qui vont de ce fromage acidifié faire toute la variété de goût, mais nous on parle aussi plutôt d'arômes, dans le sens de la perception des composés aromatiques de façon rétronasale, donc on parle plutôt d'arômes du fromage dans la recherche scientifique plutôt que de goût qu'on va garder plutôt pour le côté salé, sucré, amer, quelque chose de plus simple. Et donc, quel est ce rôle des micro-organismes sur le développement du neurone? Et comment est-ce que vous mesurez ça? Alors, pour le mesurer, c'est pas mon domaine, donc pour moi c'est facile, je livre des échantillons et puis ils vont être mesurés par chromatographie gazeuse et identifier chaque molécule qu'on va retrouver dans le fromage. Il faut savoir qu'on a presque 80 composés aromatiques différents dans un fromage. C'est le rôle de mes collègues de séparer, de voir, de séparer deux fromages et de montrer quelle signature aromatique il a. C'est facile d'un certain côté, mais ce qui est plus difficile, c'est de faire le lien avec la perception qu'on a, l'analyse sensorielle, et avec les micro-organismes. Donc ça, c'est tout un travail de recherche. Et là, c'est plus mon domaine, et voilà. Est-ce qu'on peut faire ce lien, quand même? Oui, on peut faire ce lien. Il y a, dans les dernières décennies, les chercheurs ont vraiment montré quels micro-organismes sont liés à certaines molécules aromatiques, comme les composés soufrés qui donnent le goût un petit peu oignon au fromage emmangé, aux fromages qui sont à croûte lavée, ou la production d'acétoïne, qui est le côté un peu beurre, crème. On peut aussi lier les micro-organismes, plutôt les micro-organismes initiaux, ceux qui font l'acidification, ils font aussi ce côté beurré. Et puis après, il y a l'interaction entre les deux, où on montre aussi dans certaines études que ces micro-organismes sont en interaction, et même les molécules sont en interaction, et il y en a d'autres qui sont créées. Tout dépend de quel type de fromage, quels micro-organismes sont présents. Et alors, dans tout ce groupe de monsieur Duboulot, parmi ces goûts, comment est-ce qu'on développe différents fromages? Vous avez parlé de diversité avant de différents fromages. Qu'est-ce qui va donner cette diversité? Là, c'est plus la technique fromagère, c'est le rôle du fromager, entre autres, donc en fonction de son savoir-faire et des habitudes qui définissent les fromages de chaque terroir. Pourquoi on fait de l'équiva dans les alpages suisses, pourquoi on fait du comté dans le Jura, pourquoi on fait du reblochon en Savoie, pourquoi on fait du brie dans la brie, entre guillemets. Donc il y a des raisons, donc, entre autres, dues à l'époque au terroir. Entre autres, les gruyères étaient faits, vous me confirmerez, peut-être les gruyères étaient faits en montagne, en alpage principalement, parce que c'était une technique qui avait été découverte, en tout cas mise au point, pour pouvoir garder le lait. Et qu'est-ce qu'ils avaient trouvé pour garder le lait? C'est sûr que s'ils faisaient un brie de meaux, s'ils faisaient une technologie de brie dans les alpages, qu'ils soient suisses, savoyards ou franc-comtois, ils n'auraient jamais pu le garder 6, 10, 12 mois, le temps pendant minimum 6 mois, pendant le temps que durait l'hiver. Parce que ces fromages étaient faits pour pouvoir vivre et survivre, déjà sur place pendant toute la mauvaise saison, où les routes étaient barrées, et ainsi de suite, et après pour pouvoir le commercialiser dès que les routes s'ouvraient, que les chemins s'ouvraient. Donc il y a des technologies fromagères qui ont été mises au point, je pense, c'est ça, pour ces raisons-là. Voilà. Et de ça, et de tout ce qui a été défini à une époque qui est lointaine pour moi, quelque part, heureusement, chaque terroir, chaque région a créé des fromages pour qu'on fasse camembert, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Et de tout ça va ressortir des goûts différents. Et donc quand on parle, le but était un petit peu aussi après de parler donc, de l'évolution du goût.
Est-ce que le fromage aura toujours le même goût demain, pour différentes raisons, autant que ce soit climatique ou d'autres? Il y a eu, grâce à la technique, grâce à ce qu'ont pu découvrir des gens dans votre milieu, pour connaître ce qu'il y avait dans le lait, et grâce au travail qui est fait, ils arrivent à séparer, à trouver des éléments vraiment spécifiques qui vont pouvoir être ajoutés ou arrangés pour que les fromages aient un goût quand même vraiment spécifique. Et un petit peu ça, il y a un peu de ça aussi dans le travail qui est fait. Oui, alors il y a certaines sortes de fromages où c'est bien défini. Soit, donc nous à Agroscope, on vend dans toute la Suisse, enfin dans les années 70, on est allé dans les bonnes fromageries de Gruyère et de Mental, on a conservé leur culture. Donc à l'époque, ils repiquaient leur culture, c'est-à-dire que leur fromage, une fois séparé du petit lait, ils prenaient le petit lait qui était très concentré en micro-organismes, et puis ils repiquaient ce petit lait pour le lendemain. Et comme ça, pendant des mois, des années. C'est d'ailleurs quelque chose qui est toujours fait dans certaines sortes de fromages comme le Tiva. Et puis dans les années 70, donc, les chercheurs ont décidé que c'était une bonne idée de conserver ces mélanges. Donc c'est ces cultures ou ferments, comme on dit en France, de micro-organismes assez complexes qui ont été congelés. Et puis c'est la base en fait de chaque semaine à Agroscope, on réactive ces micro-organismes, on les multiplie et on les vend dans toute la Suisse. On a à peu près une vingtaine de ferments différents qu'on vend dans toute la Suisse pour les mettre à disposition des fromagers. Vous avez vraiment une banque, un endroit dans Agroscope où on peut trouver toutes ces cultures. Des cultures et puis aussi des micro-organismes purifiés, isolés de ces cultures. C'est ouvert au public, on peut aller voir à quoi ça ressemble. On peut, alors mais il faut s'annoncer. Rendez-vous avec nos collègues. Quel est le rôle du savoir-faire dans la fabrication de l'étiva et du vacherin Mont d'Or? Qu'est-ce que vous faites qui donne ce goût et cette texture à vos fromages? Je commence. Monsieur Duboulot a dit deux choses très importantes et très intéressantes. Il a dit le savoir-faire entre aussi en Ile-de-France dans les caractéristiques sensorielles d'un fromage. Et ça, c'est vraiment important. On est pour les Tiva, parce qu'on peut parler aussi un peu de l'appellation d'origine protégée, parce que la Suisse est devenue assez tard dans la logique de protection des noms géographiques pour des produits agricoles et agricoles transformés. C'est en 1997, 97 pour les Français que la base légale a vu le jour. Jusque-là, il n'y avait pas de système de protection. Qu'est-ce que l'appellation d'origine protégée? On essaye de la résumer de cette manière-là, c'est une interaction complexe entre un territoire, entre une race animale ou une variété végétale et un savoir-faire. Donc ça, c'est vraiment les trois piliers de ce qu'est une appellation d'origine protégée. Et en l'occurrence pour les Tiva, c'est vrai que moi j'ai insisté sur le goût spécifique qui est dû à l'affouragement du bétail avec la diversité botanique, avec la diversité des arômes et des goûts de ce fromage qu'on retrouve et qui a été examiné par un jury d'experts avec une cinquantaine de descripteurs, c'est quand même beaucoup pour un fromage de ce type-là. Mais le savoir-faire, c'est important parce que la deuxième chose qu'a dit M. Duboulot, c'est que l'histoire du fromage, elle vient d'abord des régions retirées et de la montagne en particulier, où il n'y avait pas de moyen de conserver le lait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une grande ferme laitière, vous avez des tanks à lait de 30-40 000 litres. Vous mettez de lait refroidi, le camion vient les pomper, et part avec. À l'époque, la Suisse est quand même un pays de montagne, à part le plateau, qui est une bande pas très large, mais disons qu'il y a essentiellement de la montagne en Suisse, et qui avait une économie alpestre qui était basée sur la culture herbagère. Donc on montait du bétail laitier, et c'est comme ça qu'est né le fromage. Et effectivement, le gruyère ne se faisait pas en plaine, il se faisait uniquement sur les alpages pendant l'été. En plaine, on faisait des céréales, on faisait d'autres cultures.
mais c'était réservé à la montagne et petit à petit, je ne connais pas les dates exactes où ce fromage a commencé à être fabriqué dans les fromageries du village, mais disons que c'était ça. Alors, le savoir-faire, c'est vraiment important, ça a un lien aussi avec ces bactéries lactiques, ces souches, parce qu'on gardait d'une année à l'autre, on essayait de garder des souchiers de petits laits, ce qu'on appelle des petits laits mûris, mais enfin c'est des bactéries lactiques. Et puis le savoir-faire de dire, on fabrique un fromage avec du lait qui n'est pas complètement entier, donc il y a un écrémage du lait, donc le lait du soir est refroidi. Le matin, avant la traite, on va prélever la crème, une partie de la crème qui est montée au-dessus du lait. Et puis ensuite, on va traire le lait du matin, puis le fromage il est fait avec le lait de 2 traites. Donc dans le lait du soir, il y a déjà une maturation qui est faite par la température du lait, qui en général, on essaye aujourd'hui on arrive mieux à réguler. Mais anciennement, c'était un peu la météo qui dictait ou qui décidait de la température du stockage du lait, parce que s'il y avait de l'orage ou s'il y avait du feuille, il y avait des laits du matin, des laits du soir, pardon, qui avaient une température de 17 ou 18 degrés. Et puis, quand il faisait très froid, on avait des laits à 4 degrés, notamment au mois de septembre, des laits qui étaient quasi morts. Il n'y avait pas de la flore, il fallait la réanimer avant la fabrication du fromage. Et c'est vraiment difficile, beaucoup plus difficile de fabriquer du fromage en alpage que dans les fromageries où on peut contrôler toutes ces températures, refroidir avec des appareils, de lait, pouvoir le réchauffer. Donc ce savoir-faire a été transmis de génération en génération. Moi je l'ai appris de mon père. S'il avait fait très chaud pendant la nuit, on mettait le lait du soir au tout dernier moment avant la coagulation du lait pour éviter que ça travaille trop et qu'il y ait un gonflement du lait, peut-être du fromage et du problème du goût. Et puis s'il avait fait très froid, il fallait réchauffer le lait avant la traite du matin pour réactiver les bactéries, que ça travaille, pour ensuite mettre le lait de la traite du matin pour fabriquer. Enfin, c'est des choses qui ont été transmises de génération en génération. Et dans les TIVA, ce savoir-faire, on a essayé de le maintenir dans le cahier des charges quand on a fait la demande d'enregistrement d'appellation d'origine protégée, c'est de continuer à faire comme les anciens le faisaient, c'est de fabriquer du lait sur chaque alpage où les vaches sont traites. C'est complètement irrationnel parce que l'idée ce serait de dire on va récolter les laits sur les alpages pour le faire dans la vallée. Or, on sait qu'avec les étés chauds et avec le réchauffement climatique qui sont de plus en plus chauds, quand vous transportez du lait en été, il y a le barattage du lait, il y a la qualité du lait qui est péjorée, donc vous n'arriveriez pas à faire des fromages d'aussi bonne qualité, donc de maintenir le lait sur l'alpage, d'une part, et ensuite que chaque producteur fabrique dans des chaudrons en cuivre sur des foyers avec du bois, des bois à cette chaleur directe, hein, donc tous les fromages de l'Etiva, ça représente, c'est pas une grosse production, bien sûr par rapport aux gruyères, c'est 19 000 meules qui sont fabriquées pendant l'été par une septantaine de familles de producteurs, ce qui représente 460-470 tonnes de fromage pendant l'été. Mais tous ces gens ont l'obligation de travailler sur feu de bois ouvert avec la chaleur directe et de la manière que j'essaie de décrire tout à l'heure. Juste pour rebondir sur ce que M. vient de dire, qui a très bien expliqué parce qu'il le connaît mieux que moi, son métier et son terroir et son fromage. Et il est vrai que ce savoir-faire supplémentaire qu'ils ont donc à l'Etiva et puis dans d'autres alpages, c'est de travailler au feu de bois. Et ce qu'il faut savoir, c'est la maîtrise qu'a l'homme ou la femme qui travaille avec de maîtriser le feu, parce que si on a la commodité d'ouvrir le gaz et puis de régler comme ça, c'est facile entre guillemets, je veux dire. Mais savoir maîtriser le feu pour qu'il soit à bonne température en permanence, et puis c'est vraiment, ils ont une écoute, une sensibilité à la nature et à vraiment un ensemble de choses qui pour moi est magique. C'est un fromage que j'adore, je ne peux pas dire que j'idolâtre, mais c'est tout à merveilleux. En plus, le côté humain, tout ce qui est mis dedans. Et puisqu'on parle du goût, on peut confirmer aussi, c'est que le fait en plus de le fabriquer au feu de bois, ça amène un goût supplémentaire et complémentaire à l'Etiva, parce qu'on a de temps en temps ce côté fumé qui ressort un petit peu,
Et on a même des fois la chance d'avoir des petites escarbilles dans la pâte et qui viennent amener un plus. Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Je vais juste une petite anecdote. J'avais visité donc l'Étiva il y a quelques décennies de ça, et puis je vois que le fabricant, l'alpagiste qui était là, je lui dis mais pourquoi vous fabriquez au feu de bois? Et ben, lui dit regarde donc autour, il y a des forêts, pour moi on montrait du gaz. Quelques semaines après, je vais voir un copain alpagiste dans Confortin, puis je lui dis mais dis donc, je suis allé en Suisse. C'est génial, ils maîtrisent le feu, ils font ça au feu de bois. Et puis lui, il me dit ils sont fous, ils n'arrivent pas, c'est pourquoi ils prennent le bois. Donc on n'a pas le même rapport à la nature et à la. Vous voyez ce que je dis, c'est toutes les anecdotes comme ça qui sont marrantes, mais qui enrichissent l'histoire du fromage. Si je peux compléter, quand on travaille au feu de bois, alors c'est extrêmement difficile parce qu'il faut doser en fonction de la quantité de lait qu'il y a dans le chaudron, parce qu'il ne faut pas monter en température trop vite, il ne faut pas monter trop lentement non plus, surtout quand il fait chaud. Donc il faut vraiment sentir que s'il faut rajouter une, deux bûches sous le chaudron, ou bien attendre que la braise fait son travail. Donc c'est un travail qui est assez délicat à faire, mais par rapport à cet aspect de travailler en harmonie avec la nature, c'est que ces pâturages, aujourd'hui, on demande aux exploitants d'alpage d'entretenir le paysage. Ça fait partie d'une mission constitutionnelle de l'agriculture en Suisse. Eh bien, quand vous avez des fromagers d'alpage qui utilisent du bois, et c'est inscrit dans le cahier des charges, si vous avez une avalanche qui descend des troncs, vous allez les ramasser. Vous avez un arbre qui est tombé avec le vent, vous allez ramasser celui-là avant de couper un arbre sain. Donc ça vous permet de dire, en même temps, vous entretenez le paysage, vous entretenez l'alpage, vous ne laissez pas traîner du bois, des ronces sur le pâturage. Si vous avez que des genilles, c'est pas une vache laitière, il n'y a pas de fabrication de fromage au feu de bois. Ben souvent, on voit où il n'y a pas cette fabrication, on néglige d'aller ramasser le bois, on voit des troncs qui traînent pendant des années au milieu du champ qui pourrissent. Ce n'est pas forcément ce qu'on recherche pour un paysage bien entretenu. Monsieur Le Méron, par rapport au vacherin moudin, alors quel est le rôle du savoir-faire? On va peut-être revenir un petit peu en arrière, peut-être avant les années 80, on va dire, quand il y a eu cette période, si vous vous rappelez, de la hystéria, parce qu'après on a passé après sur Agroscope qui nous a aidés dans le domaine. Mais avant, il faut le reconnaître aussi, je suis fils de paysan, j'ai traité des vaches à la main et à la machine, j'ai fait fromager après derrière, j'ai fabriqué du vacherin d'or, du gruyère et des pâtes molles, donc je sais un peu cette période-là, des années 70 aux années 80, où dans ce moment-là, on avait des laits extrêmement riches en bactéries. Il ne faut pas se cacher, c'était ça. On travaillait d'ailleurs, il y avait une richesse, des goûts, tout ce qu'on voulait, c'était exceptionnel. Nous, on fabriquait du vacherin d'or à l'époque, c'était 60 fromageries qui faisaient du vacherin d'or, aujourd'hui on est plus de 900, voyez, pour vous dire. Puis on fabriquait 1000 tonnes. On était le seul pâte molle en Suisse. La seule pâte molle en Suisse, avec la tombe baudoise, quand on arrivait sur le marché, c'était le boom. C'était extraordinaire. Donc on faisait un peu n'importe quoi. Et résultat de la chose, il y a eu la bombe atomique est tombée sur le vacherin d'or et on a dû stopper nos fabrications dans les années 80. Et on a dû redémarrer. Et c'est là que j'en viens par rapport à ça, avec du lait très riche. C'était une époque où c'est le tournant du pays mobile à la qualité, au teneur et à la qualité surtout, je veux dire. Donc la présence de cellules à l'intérieur qui était très importante. Donc on a mis des choses un peu au point. Et de l'autre côté, on a également, du côté d'Agroscope, qui nous avait aidé à l'époque à trouver des ferments pour pouvoir justement, après une thermisation, parce qu'en fin de compte, on avait choisi la thermisation, on a été passé par la pasteurisation, la thermisation, en fin de compte, puis on était resté à la thermisation, il nous fallait redémarrer avec des ferments. C'est Agroscope qui arrivait pour nous trouver des ferments, on a besoin de ferments virulents pour pouvoir lutter contre la listeria. Parce que la listeria ne supporte pas la concurrence, donc il fallait des bactéries extrêmement vives. Donc on a développé ça dans les années 80, et depuis les années, on va dire, 90, toutes nos fromagers aujourd'hui reçoivent cette même culture de base, toutes. À partir de 2000, cahier des charges, la préparation du cahier des charges est arrivée, et on a mis des choses en place, telles par exemple l'origine non seulement du lait, mais également du bois.
qui vient de la même zone d'obtention, ce qui est très important pour nous. Côté français, ils ne l'ont pas fait, ils ont gardé le lait cru, et nous, on a gardé le bois. Chacun ses spécifications. Mais enfin, juste pour arriver à dire que là, dans le cahier des charges, on a mis suffisamment de marge dans différentes phases de fabrication, de production, de fabrication et d'affinage pour que le fabricant et l'affineur puissent y mettre leur touche. Et de l'autre côté, aussi à la base, le lait, qui est très important, a fait beaucoup de progrès. Je veux dire, le lait, il s'est joliment, on va dire, assaini, on a moins eu de problèmes, on a des belles qualités bactériologiques. Je dirais que même maintenant, on est plutôt pauvre. Trop pauvre. Trop pauvre, on peut carrément dire. Et de l'autre côté qu'on a, le problème qu'on a qui est lié à ce problème du goût, c'est le problème du paiement lateneur. On a ancré du paiement lateneur chez les producteurs pour faire plutôt des protéines que de la graisse, alors que la graisse est le support principal, on va dire, du goût et de l'arôme. Donc, on n'a peut-être pas fait tout juste. Résultat des courses, aujourd'hui, on se retrouve, parce qu'on parle aussi des conditions climatiques, dans des conditions climatiques qui ne sont pas adéquates, on se retrouve avec des teneurs en graisse à la limite du cahier des charges. C'est quand même quelque chose qui est aussi un peu... Donc voilà, on a un peu tous ces problèmes, mais où on tient bien la maison, c'est qu'on a le goût bien par rapport à la durée d'affinage. Pour nous, c'est très important. Aujourd'hui, on a mis 17 jours, mais aujourd'hui, on ne commercialise pas d'achèvement d'eau, on va dire en dessous des 25 jours. 25 et 35 jours d'affinage. Frotter tous les 2 jours pour avoir cette croûte spécifique couleur or ou engorgée. Par rapport au vin, est-ce qu'il y a certaines choses qui font écho? On a parlé plein de choses qui donnent cet arôme différent au fromage, que ce soit les herbages, le savoir-faire, la météo, les risques sanitaires aussi, on a parlé de tout ça. Est-ce qu'il y a certaines choses qui font écho avec le vin, ce qui donne le goût au vin? Alors, je pense que tout le monde a été frappé à quel point la majorité des propos tenus, on placerait le fromage par vin, ça ferait pleinement sens. C'est vrai que la question des alpages me rappelle directement voilà, nous on vérifie beaucoup cette question de terroir, donc les conditions climatiques, le savoir-faire collectif lié à une région qui est aussi partie de nos vies, qui sont donc normales puisque les questions après tout de deux produits fermentés qui, vous l'avez dit, nécessitent par définition du temps, un contrôle évidemment difficile parfois à obtenir puisqu'on travaille directement avec le vin et peut-être une différence par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, c'est que le vin est un milieu acide, c'est un milieu alcoolique, ce qui peut nous protéger de beaucoup de déviations, même si aussi au sein de notre métier, on rapproche une formulation qui peut être donnée au vin ou par un certain nombre de pratiques, ou alors le choix de ferment, de levure sélectionnée. C'est pour ça que c'est aussi tout un mouvement de ce qu'on appelle les vins nature, qui réfléchit autour de cette question. On aurait pu l'appeler vin cru, comme les crus. Ça n'a pas été le cas, on aurait peut-être fondé un mouvement. Et on a aussi bien sûr les modifications qui sont entraînées par la question du réchauffement climatique, aussi bien au niveau du goût qu'au niveau des arômes. Réchauffement climatique, ça implique beaucoup de choses. Déjà dans son terme, réchauffement, donc on a une augmentation générale des températures. Donc, un petit chiffre, on a une hausse de 2,8 degrés depuis l'ère pré-industrielle en Suisse. On a aussi tout ce qui est lié à la sécheresse et au manque d'eau. On se souvient de l'été 2022, je crois, qui était très sec. Il y a des changements dans les herbages aussi. On en a parlé juste avant, c'est-à-dire que le réchauffement climatique va diminuer la diversité des plantes qui existent dans les différents endroits. Et faire que les plantes montent aussi en altitude pour rechercher la température à laquelle elles sont adaptées. Et puis tout ça, en fait, ça change de plus en plus vite aussi avec le réchauffement climatique. Donc il y a des changements de climat, on a aussi des météos qui changent très vite. Alors, quelle est l'influence sur le fromage, que ce soit goût, arôme, texture? C'est la grande question. On vient de voir qu'il y a beaucoup de choses qui influencent le goût. Alors, quelle est la part du réchauffement climatique? Peut-être, on va d'abord parler du goût, l'évolution du goût. Est-ce que vous avez vu une évolution du goût ces derniers, enfin senti plutôt une évolution du goût ces dernières années?
Alors, j'ai la chance d'être né dans une famille de crémiers fromagers, donc le fromage, il y a à peu près 70 ans, m'a accompagné dans la vie. Il est vrai que depuis, on va dire, depuis les années, j'en évoquais avec mon confrère, depuis les années 70-80, on a commencé à avoir un changement et une perte de certains goûts. Disons que dans les années, jusqu'aux années 80, avant, les fabrications, entre autres fermières, surtout, après tout ce qui était fruitier, laitier, tout ça, c'était déjà un peu plus élaboré, d'une façon différente, mais c'est pour les fromages qui nous intéressaient, principalement les fromages au lait cru, un peu plus rustiques, traditionnels. Il y avait des fabrications, donc les personnes avaient appris du père, de mon père, de la grand-mère, ainsi de suite, donc il y avait des savoir-faire qui étaient transmis comme ça, avec rarement des écrits, c'était des tours de main, c'était des ressentis, c'était plein de choses. Alors on avait des moments, si on parle du reblochon, il y avait des moments où un producteur qui faisait des reblochons, il ne faisait pas toute l'année des reblochons exceptionnels, même s'il avait un très grand savoir-faire. Il y avait des moments où il faisait des fromages qui étaient magiques, comme on disait dans le temps, tu mangeais ça sur la tête d'un pouilleux, entre guillemets, et ça laissait des références et des goûts vraiment spécifiques. Et puis à d'autres moments, il faisait des fromages qui étaient un peu plus problématiques, parce qu'il avait plu, que les vaches n'avaient pas été, pour plein de paramètres différents, et ce qui fait que sa qualité de produit était moins bonne. Et après, on a commencé de façon positive, est arrivé sur le marché, donc des techniciens du lait, des gens qui ont fait, comme ce que fait Madame encore aujourd'hui, rechercher donc, ce qu'il y a dans le lait pour mieux comprendre les fabrications. Et on a commencé à donner des techniques à un producteur pour faire en sorte que sa production soit un peu plus uniforme. Alors là, il y a aussi un autre paramètre qui a fait qu'on est arrivé à ce point-là, cette demande-là, c'est qu'à ce moment-là a commencé l'évolution et la demande de la grande distribution pour faire goûter les produits à tout le monde. Donc on ne pouvait pas se permettre, un crémier fromager savait expliquer à son client au jour le jour pourquoi Pierre aujourd'hui a bien fabriqué, bref, on savait vendre des fromages ou les orienter là où il fallait les orienter, mais en grande distribution, là où les gens prenaient un produit, il fallait que le produit pour eux soit toujours régulier. Donc on a vécu, j'ai vécu cette période-là, où on a appris aux producteurs à mettre des ferments, entre autres. Je peux vous dire qu'au niveau du reblochon, la simplicité, c'était de dire aux producteurs tu mets du yaourt dans ton chaudron et puis tu verras, ça va amener tel et tel ferment, tu vas avoir plus de rendement déjà. Et puis voilà. Et il y avait spécifiquement tous les mercredis au marché des Grands Bornand, des grands producteurs de yaourt qui étaient Baïko à l'époque ou d'autres, même des Danone, qui montaient avec les camions et ils vendaient plus de yaourt au Grand Bornand qui s'en vendaient ailleurs. Bref, pas toute l'histoire. Et puis ça a amené une facilité quelque part aux producteurs parce qu'il avait un peu plus de régularité, mais ils ont perdu les savoir-faire et il y a eu le retour du bâton de cette transmission donc pour faire les fabrications, parce que malheureusement le producteur il ne savait pas toujours paramétrer les quantités et ainsi de suite, il n'était pas assez formé en fromagerie pour comprendre quel dosage il devait faire et ainsi de suite, ce qui fait que le fromage avait perdu son identité. Moi, je peux vous dire qu'en tant que crémier fromager, j'ai eu une période dans ma vie professionnelle où j'avais du reblochon à vendre donc, dans ma vitrine, mais le reblochon qui est un fromage que l'on mettait en avant en permanence. Pendant quelques années, ce reblochon, j'en avais à la vente, mais je ne le proposais plus à mes clients. Je n'avais plus la passion pour le fromage, ni voilà. Et ça donc, c'est des choses qu'on a remontées au syndicat de producteurs, tout ça. Et après, heureusement, ils ont pallié à ce problème-là, où les spécialistes de la fabrication ont amené les ferments qu'il fallait, les thermophiles, les mésophiles, et ainsi de suite, pour expliquer aux fromagers, et puis les gens étaient un peu plus formés, pour faire un fromage qui aujourd'hui est un fromage de grande qualité, avec des textures et des goûts un peu plus homogènes, on va dire, mais avec quand même une multiplicité qui est revenue. Et dans le temps, il est vrai, comme vous l'évoquiez tout à l'heure dans le vacherin, il y avait des moments où vous aviez des fromages qui vous faisaient sauter au plafond tellement ils étaient bons. Mais nous, vous comme moi, on a encore en référence des goûts, et puis certaines personnes ont connu les reblochons aussi, on a encore des goûts en mémoire que mes enfants et mes petits-enfants, les personnes qui sont nées ne connaîtront pas. Mais aujourd'hui, si on devait rassurer à l'instant même les amateurs de fromage, il n'y a pas de souci au niveau des fromages. Pour ce qui est du traditionnel, entre autres, pour les fromages traditionnels, entre autres, il y a une volonté donc de garder cette identité gustative qui est forte, qui est présente, qui a un lien, qui est vraiment protégée quelque part. Donc les nuances, ce que nous on a pu connaître, ils ne le trouveront pas, mais il y a quoi se faire plaisir dans le fromage.
réchauffement climatique, est-ce qu'ils ont fait maintenant? Le réchauffement climatique, moi personnellement, je pense que, je ne sais pas si on peut en voir vraiment les effets aujourd'hui. Je pense quelque part que s'il y a des effets, les effets négatifs que cela peut apporter, éventuellement au niveau de la qualité des fromages et du goût, pourront être palliés grâce à la technologie de ce qui est apporté. C'est pas, c'est ce que les personnes qui sont autour de madame, je sais pas, Mais vous me direz, vous me direz si je dis des bêtises ou pas, mais grâce à ce savoir-faire, ça va nous permettre d'accompagner les producteurs, les fabricants dans ce changement climatique pour que le fromage reste au plus près de ce qu'il était. Après, le problème climatique va jouer sur les bêtes, il est vrai. Hein, si les vaches, quand elles sont à 1500 mètres d'altitude pour faire du gruyère ou du Beaufort à 2000 mètres d'altitude comme chez nous aussi, elles ont des températures de 15-20 degrés ou même plus. Les laits ne seront pas pareils et ainsi de suite. Il y aura peut-être une influence. Aujourd'hui, je ne sais pas si vraiment on peut le ressentir ou pas. Vous qui êtes plus dans le lait que moi et dans la fabrication, est-ce que ça se ressent déjà de façon vraiment effective, le changement climatique dans les fromages que vous connaissez? Le changement climatique, principalement, c'est les teneurs. C'est sûr et certain que les teneurs vont varier. Ça, c'est clair. Y a pas, après, on peut rattraper le goût, si on veut bien dire, par un affinage assez prononcé. On peut le rattraper. C'est pas trop. Mais le problème, c'est cette matière grasse que je viens de dire, c'est inquiétant. C'est quelque chose d'inquiétant parce qu'en fin de compte, maintenant, si vous voulez changer le cheptel, ça va prendre quelques décennies, 20 ans peut-être. Vous êtes d'accord, Madame la relation? Il faut environ ça pour revenir à moitié-moitié protéines et graisses. Et c'est quand même un petit peu ça le problème qu'on a. Ça, c'est un problème, et je l'avais aussi évoqué quand on avait discuté déjà ensemble avant. Il y a l'autre aspect bactériologique où les vaches qui n'ont pas d'herbe mangent un peu de terre, et cette terre est ingurgitée et peut amener de la listeria sur la bête, et puis elle peut même pas être malade, on va dire, on appelle ça porteuse sain, et puis après c'est une contamination générale dans les fromageries. Alors, on amène le lait dans la fromagerie, c'est quelque chose qui est relativement aussi inquiétant. C'est même peut-être plus inquiétant ça que le goût. Le goût, moi je pense qu'en tout cas, pour le vache Mont d'Or, un affinage assez long, de 30 jours, on ne va pas avoir beaucoup de différence. Parce qu'on aura un lait qui était assaini, on a mis de la culture sélectionnée dedans, on démarre pour tout le monde la même chose, et après c'est cet affinage qui va faire cette différence. Bien sûr, je dirais aussi, un élément important dans le fromage, c'est la teneur en eau. Si vous avez de l'eau, un peu plus de développement bactérien, ça va un peu plus vite, c'est mieux, on va dire, l'eau, et ça donne un peu cet aspect aussi crémeux, dont le consommateur qui se marie bien avec le goût, on va dire aussi, ça fait mal. Quand on peut tartiner un fromage pour nous, vache comme on c'est quand même un bel avantage. L'étiva a aussi son goût floral, justement, on a parlé avant grâce aux herbages, mais le réchauffement climatique, on le sait, fait une baisse de diversité des fleurs qu'il y a en haut des alpages. Est-ce que vous avez pensé que le fromage peut perdre un peu son arôme floral par rapport à l'étiva à cause du réchauffement climatique? Alors, je n'irai pas jusque-là pour deux raisons. D'abord, Noémie Graff a rappelé tout à l'heure les similitudes entre le fromage et le vin, où les goûts des produits respectifs peuvent différer d'une année à l'autre en fonction du climat de l'année en cours. Ça n'a pas forcément à voir avec le réchauffement climatique. Si vous avez une année pluvieuse, une année sèche, il y a plus de concentration de sucre pour le raisin, ou il y a peut-être plus de concentration au niveau des arômes des fleurs, s'il pleut beaucoup. Enfin, toutes ces choses-là peuvent avoir une influence sur le goût et l'arôme du lait. Maintenant, la standardisation, elle n'existe pas à l'étiva, heureusement, mais elle peut poser des problèmes parce que aujourd'hui, si vous mangez un fromage qui est très typé, qui est corsé, je ne parle pas d'un fromage salé parce qu'on parle beaucoup de fromage salé ou de salé, j'aime pas tellement cette expression, mais je pense que c'est plutôt typé ou corsé ou affiné. Il y a des fromages qui sont assez costauds. Et les gens qui ont été élevés à l'emmental ou à des fromages qui ont peu de goût, ils disent mais c'est suspect parce que ça a du goût. Donc c'est la première réaction. Moi je l'ai vécu en faisant des dégustations à Zurich notamment.
dans des grands supermarchés, on fait déguster, puis les gens font non, maintenant je vais vous expliquer pourquoi il a du goût, etc. Alors je ne parle pas s'il a une saveur animale trop prononcée, ça peut arriver, ou une fumée trop prononcée, ça peut être désagréable. Disons que si on explique que ce goût fruité et floral, il apporte quelque chose et que ce n'est pas un fromage qui a ni goût ni vertu, les gens commencent à s'y intéresser, mais ça peut avoir une influence. Mais la standardisation dans la fabrication des fromages en général, hein, je parle après de l'étiva, mais dans les fromages en général, elle est due justement aux consommateurs, parce que les consommateurs n'acceptent pas qu'un produit change d'une fois à l'autre, il faut que ce soit standard, il faut que ce soit toujours le même goût, les mêmes arômes, parce que là ça ne va pas. Et puis les normes d'hygiène sont aussi posent un certain nombre de problèmes, parce que le traitement thermique du lait, alors il y a le traitement thermique dont a parlé Pascal Monneron pour le vacherin d'or, qui est la thermisation, mais disons que vous tuez les bactéries indésirables, mais disons qu'au niveau de la flore native du lait, il y a quand même aussi des éléments importants qui disparaissent, qu'il faut rajouter après par les ferments, des bactéries de laboratoire. Donc, il a dit du reste. Donc, ça peut aussi avoir une influence, l'hygiène en matière alimentaire a une influence aussi sur le goût et les arômes du lait et d'autres produits. Maintenant, par rapport au réchauffement climatique, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on observe effectivement qu'il y a mais c'est une observation publique, hein, c'est pas une observation scientifique. Donc moi je peux dire, on voit certaines plantes qui ne poussaient pas avant mais qui montent, ou les plantes qui poussaient à 1500 mètres poussent à 1800 mètres. Donc il peut y avoir une différence à ce niveau-là. Mais le prétendre aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai parlé brièvement de cette étude scientifique qui avait été conduite par l'Agroscope il y a un peu plus de 20 ans. C'est une étude qui a duré 2 ans. Il y a eu 2 ans, il y avait la station de recherche laitière de Bielefeld, il y avait la station de recherche agronomique de Changin, ici, où les chercheurs prélevaient des herbages, les séchaient, faisaient une analyse chimique des composés, ensuite les séchaient pour trouver les arômes, etc., et les identifier surtout pour le nombre de variétés botaniques. Et puis, Bielefeld, on a essayé de faire les fromages toujours de la même manière, à des endroits différents. Et puis, ce qui est ressorti de cette vaste étude, parce que c'était comme une étude importante, c'est qu'il y a effectivement un lien, une relation entre ce que les vaches consomment et le goût du lait, de la crème, du beurre et du fromage. Donc, quand on est à la station de recherche laitière de Pozieux, dans le canton de Fribourg, on avait 3 variétés botaniques. C'est des herbages artificiels avec du régras, du trèfle, etc. 3 variétés botaniques. L'analyse chimique, il n'y avait pas de terpènes, il n'y avait pas d'éléments importants. Et à l'analyse sensorielle, à l'aveugle, par un jury d'experts qui devait décrire les goûts du fromage, eh bien c'était fade, sans goût, neutre, enfin, il n'y avait pas beaucoup de descripteurs. Et je la fais court, hein, mais quand vous étiez à l'Étiva sur l'alpage le plus haut, en Tente Nord, avec plus de 200 variétés botaniques, eh bien, on avait 57 descripteurs. Parce que là, on sentait bien que non seulement les chercheurs de Changin avaient démontré que les composés de ces herbages avaient une influence sur les acides gras du lait, donc pouvaient modifier le goût du lait et du fromage. Et le jury d'experts a pu décrire plus de 50 descripteurs à l'aveugle pour dire ce fromage est assez doux là. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde l'aime, hein, on est bien d'accord. Alors maintenant, si on voulait prétendre que le réchauffement climatique aura une influence, on peut aussi le dire, comme on le disait avant, de manière empirique, c'est qu'on disait notre fromage est meilleur parce qu'il est d'alpage, parce que les vaches goûtent des fleurs d'altitude, etc. Il faudrait on recommence l'étude, il faudrait faire la même étude avec les mêmes chercheurs, sur le même modèle, et puis dire, est-ce qu'on a moins de variétés botaniques, est-ce qu'on a des variétés botaniques différentes, est-ce que ces variétés botaniques différentes ont une influence sur les acides gras du lait qui peuvent influencer le goût et l'arôme du lait. Enfin, c'est assez compliqué à faire, donc on peut peut-être dire aujourd'hui, oui,
le réchauffement climatique fait qu'il y a des plantes qui vont disparaître. Si c'est des plantes qu'on a pu répertorier dans l'étude de l'agroscope comme étant ayant des composés utiles et intéressants pour le goût et l'arôme du lait, à ce moment-là, on pourrait dire que c'est un peu bête parce que mon fromage va perdre en qualité sensorielle. Voilà. Mais plus, je ne peux pas vous dire. C'est déjà plutôt bien. Madame Arias, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vu qu'il y avait justement plus l'approche scientifique là derrière, est-ce qu'on va avoir des fromages d'alpage qui vont avoir des goûts de fromage de plaine? Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que dans le vétiva, il avait été montré qu'il y avait des terpènes qui étaient consommés, donc dans une diversité botanique qui est très importante, des terpènes présents dans le lait et dans le fromage. Je reviens peut-être avec mes œillères de microbiologiste, désolée. Mais aujourd'hui, on montre, et dans le chemin d'or et dans surface des fromages comme Vétiva, qu'il y a une grande diversité de micro-organismes, plus de 80 micro-organismes qui ne sont même pas décrits dans la littérature par des taxonomistes, c'est vraiment encore à décrire. Et puis ces micro-organismes viennent, ça a été montré récemment, ils viennent en fait depuis le fourrage. Ils se retrouvent sur le pli de la vache, ils se retrouvent dans le lait, ils s'expriment en fromage, surtout en extérieur des fromages, et dans les vaches d'or, et dans les fromages à pâte dure en orge. Et cette diversité, et là aussi, on peut aussi montrer, pas de façon complète, mais on voit que ça a une influence sur le goût, en indirect, c'est-à-dire que tous ces micro-organismes vont consommer l'acide lactique du fromage et vont continuer à travailler, c'est ce que vous dites sur l'affinage, même si les laits sont pauvres et même si on les thermise, en laissant le temps, les bactéries s'en sortent et poussent en surface du fromage et vont influencer le goût et la texture du fromage. Donc, les études montrent qu'il y a un continuum entre les bactéries en surface des plantes jusqu'en surface du fromage. Et puis, ça, c'est pas très bien décrit, donc je pense qu'une des premières choses, c'est de le décrire aujourd'hui. Et puis, après l'influence du changement climatique là-dessus, j'espère qu'il ne sera pas trop rapide et pas trop fort, qu'on puisse finalement décrire qu'est-ce qui est important pour le goût et puis le préserver. On n'a encore pas assez d'études sur le sujet. Non. Je ne sais pas si vous me permettez, mais je pense que la vigne subit déjà plus rapidement cet effet-là que le monde laitier. Alors c'est très évident chez nous. La première chose, c'est évidemment l'augmentation des sucres, donc du taux d'alcool dans les vins, on les connaît, la diminution de l'acidité en général. Bien sûr, sur nos arômes, ça a une influence. Prenons le pinot noir, qui est le cépage rouge le plus planté en Suisse. Vous pourrez me dire si l'évolution aromatique passe de fruits rouges à fruits noirs. Peut-être qu'on va survivre et que les pinots noirs s'en porteront très bien. Et si on prend par exemple une molécule, je n'en doute pas, chère à votre cœur, la molécule olfactive qui donne le goût du poivre, par exemple dans la syrah, c'est une molécule qui est très sensible aux grandes chaleurs. Donc par exemple sur des cépages comme le gamay où elle est présente, elle se développe à un moment où les températures seront trop importantes pour elle et on va perdre cette spécificité de poivre. On va peut-être pouvoir garder dans les syrahs plus tardives, notamment en Suisse. En France, dans des conditions plus chaudes, elle risque de disparaître aussi. Là, ça commence à devenir très inquiétant. Mais ce qui fait vraiment peur, c'est cette potentialité de décorrélation des différentes maturités. La maturité technique concerne justement ce sucre et cet alcool, l'évolution des arômes. Et si on prend le cas des vins rouges, on a toute la question des tanins. Donc ça va se retrouver dans une situation où on aura déjà beaucoup d'alcool, assez peu d'acidité finalement, et des tanins pas mûrs. Donc ça va nécessiter beaucoup d'interventions. On peut voir des possibilités techniques, technologiques plus ou moins positives. On parle beaucoup de désalcoolisation dans les vins, c'est sympathique, mais enfin voilà, ça reste une forme de dénaturation du produit. Ça va surtout, ce type de méthode, contribuer fortement à accélérer le réchauffement climatique. C'est pas de miracle, ça fonctionne un petit peu sur le principe d'une climatisation, qui en termes de climat n'est pas positif. Peut-être on trouvera d'autres solutions technologiques importantes. Bien sûr, on va pouvoir changer nos vaches, c'est-à-dire changer nos cépages. Là, on peut craindre aussi de se dire, si on va chercher dans les cépages qui existent déjà un peu plus au sud,
déjà on va s'éloigner de notre AOP, mais ne risque-t-on pas d'avoir une uniformisation galopante des cépages? On sait déjà qu'il y a très peu de cépages finalement à large échelle au niveau du globe, et est-ce qu'on ne risque pas de massivement tout à coup importer de la grenache dans nos régions, parce que le réchauffement climatique va tellement vite qu'on va avoir la peine à trouver des cépages issus de la propre régionalité. On parle beaucoup de l'Assyrtiko grec, parce que ça va être l'avenir du chasselas en Suisse. Donc, parmi toute la boîte à outils qui peut exister, des solutions pour s'adapter plutôt au réchauffement climatique, laquelle les producteurs et la société vont choisir. C'est ça qui va aussi beaucoup influencer le goût. Je voulais aussi parler, il y a une chose qui est très importante, on n'a pas peut-être parlé, mais du passage de l'herbe au foin, et du foin à l'herbe, c'est quelque chose qui est très important. Hein. Donc, on voit très bien l'hiver, la production fromagère, on dit est-ce qu'on a eu des bons foins cette année, des bonnes... Ben, je peux vous dire que ça se voit tout de suite, qu'il y a une baisse de la production, il y a un changement des composants, encore une fois, la matière grasse et les protéines peuvent être touchées, ça c'est très important aussi, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui fait un bon foin? Ah ben les bonnes conditions climatiques, d'accord. Et puis vous avez quand même des endroits en Suisse où la gruyère, ils font 7 coupes, et puis dans le Jura on fait 3 coupes. C'est pas la même chose, hein. Donc il y a quand même un endroit où ça pousse bien, ça pousse vite, c'est très arrosé, il y a de la chaleur, ça va bien, enfin voilà. L'autre chose que je voulais apporter aussi par rapport au goût, on a une de nos fromageries qui a des producteurs qui pâturent dans une tourbière, dans le Jura. Et là, on repère tout de suite le vacherin. Quand on fait des taxations mensuelles, on repère tout de suite ce vacherin-là, il a ce petit goût grave, ce qu'on appelle. En réalité, c'est la tourbière. C'est vraiment... Alors là, on a vraiment une transmission du goût de drap qui passe par le fromage. Ça, c'est assez surprenant. Chose qui n'est pas désagréable, parce qu'en fait, c'est un fromage qui est très apprécié, qui a gagné, qui a même été champion suisse des fromages en 2012. Donc, juste pour vous expliquer aussi, là, l'influence du goût, c'est des fois une tourbière, par exemple, des tourbières font un effet. On a parlé d'uniformisation dans les vins. Est-ce qu'on pourrait avoir aussi ce risque dans les fromages? Quelqu'un a envie de se lancer là-dedans? Si, encore une fois, si on laisse un cahier des charges avec des marges, avec plusieurs éléments de partie, de fabrication et d'affinage, non. La touche que vous avez du producteur de lait du Jura ou de celui qui est au bord du lac à Morges, je veux dire, il n'y a pas de miracle, hein, je veux dire. Après, il y a cette possibilité dans le cahier des charges, on laisse cette souplesse à chacun de donner sa touche. Et là, je ne pense pas. Preuve, il en est chez nous, absolument complètement différent. On a 9 fabrications différentes, elles sont bien différentes, je vous jure. Ce qui permet d'éviter ce genre de déviance, c'est tout. Parce que là, on parle de fromage AOP, IGP, des fromages labellisés. Donc, les fromages labellisés suivent un cahier des charges, comme ça vient d'être précisé. Donc, ça permet de rester dans les critères spécifiques. C'est que là, ça ne pourra pas déroger. Mais par contre, tout ce qui est produit en dehors de ça, là, je ne sais pas s'il y a des personnes du monde du monde industriel laitier, pour eux, c'est pas leur souci quelque part. Hein. Nous, on a la chance, et les amateurs de fromage ont la chance d'avoir toutes ces AOP, tous ces fromages de terroir, ou même un petit producteur local qui fait sa tome sans être, ou son fromage spécifique sans être labellisé. Lui, il aura toujours un savoir-faire un petit peu, de par des volumes qu'il fait, vraiment spécifique. Mais si on parle du monde, parce que je ne sais pas si quelqu'un a ça en tête, mais ce que l'on représente, ce que le monde fromager traditionnel représente dans la masse de produits laitiers qui sont vendus, c'est peanuts, c'est fait par un pourcentage. C'est peut-être 10% de ce qui se consomme en produits laitiers, je crois que c'est comme ça. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais par contre, c'est une très grande richesse. On a la chance qu'un jour, il y ait des gens qui se sont dit, on va protéger nos savoir-faire, nos produits, les AOC, les AOP et ainsi de suite. Donc ça, c'est cette chance-là que l'on a avec les consommateurs et les amateurs de fromage. Je dirais que maintenant, la grande utilité par rapport au goût, c'est qu'on fait aujourd'hui n'importe quoi avec un fromage industriel. J'ai été au Suisse, tu vas voir, il y avait un fromage avec du café.
Je m'excuse, il y a un petit problème là, je veux dire. On fait du n'importe quoi, on fait avec n'importe quel... C'est des liens, c'est tout à fait. Mais ça c'est pas trop le souci, entre guillemets. Si on parle du monde industriel, donc Lecce, donc vous êtes en rapport aussi avec eux, peut-être, hein, sûrement même. Donc, eux, par contre, ils ont aussi, ils sont quelque part, de ce que je vois et de ce que j'ai en tête de ce monde-là, ils ne sont pas indifférents quand même à la qualité. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils font de l'industriel, ils font n'importe quoi. Il y a des choses qui sont un peu pas agréables pour nous amateurs de équiper, mais ils ont quand même, ils arrivent à faire des fabrications tout en étant industriels de très bonne qualité. Si on parle des fromages au lait pasteurisé, aujourd'hui il y a des fromages même AOP ou AOC qui sont malheureusement plus qu'au lait pasteurisé. Mais avec les savoir-faire qu'ils ont, les technologies qui sont mises en place, tout en respectant, ça ne veut pas dire qu'ils utilisent des artifices chimiques pour faire le fromage, eh bien on a des fromages pasteurisés qui amènent quand même un certain plaisir et qui restent proches d'une identité de terroir quand même, quelque part. Donc là, il y a du bon travail de fait. Et après, à plus grande échelle, c'est autre chose, c'est des choses qui nous dépassent quand il y a de la vache au fromage qui peuvent s'en intervenir ou quoi que ce soit. Il n'y a pratiquement aucun homme ou femme qui est intervenu sur des machines qui travaillent d'un départ à l'autre de l'atelier de fabrication. Ça, c'est autre chose, ça beaucoup. Mais dans le monde, pour les amateurs de fromage, avec de l'identité et du goût, il y a encore de l'avenir, quoi. Pour tous les jeunes qui sont là, même si la moyenne d'âge est un peu plus basse que la mienne, même les plus jeunes, ils ont encore de l'avenir, quoi. Je sais que mes petits-enfants se font encore plaisir avec des bons fromages, pour moi. Il y a une marge encore dans le cahier des charges dont vous vient de parler, qui fait qu'on peut encore adapter avec ses savoir-faire, etc., ou avec des technologies. Mais jusqu'à où est-ce qu'on peut aller, au bout d'un moment, si on n'a plus de fleurs ou si on a fait 40 degrés tout le temps, est-ce qu'il y a un moment où on ne peut plus adapter Ça, je ne vais pas être climato-sceptique, mais je vais simplement dire qu'on a encore le temps avant d'arriver là. Donc on a des capacités d'adaptation, de rebondissement. Je pense que si demain dans les Tivas, ils n'ont plus les plantes qu'il faut dans la montagne parce que les montagnes sont désertées, peut-être qu'ils iront plus au nord du monde pour trouver des climats qui sont un peu plus appropriés ou qui ressembleraient à ceux qu'ils avaient en Suisse. Je ne sais pas. Non, mais parce que je veux dire, l'Etiva n'existera plus en tant qu'AOP parce que l'aire géographique, c'est quand même important. La base légale, qui est la base légale européenne, qui a été prise par la Suisse dans le cadre de l'accord agricole de 1999, définit l'AOP comme étant le nom d'une région qui sert à désigner un produit agricole ou agricole transformé qui est issu de cette aire géographique et dont la qualité et les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement biogéographiques, influencés par le facteur naturel et le facteur humain. Alors, le facteur naturel, c'est cette fameuse biodiversité dont on a parlé, ça peut être la race animale, dans les AOP françaises, il y a la race animale, ça peut être d'autres choses. Et puis le facteur humain, c'est le savoir-faire dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ira jusqu'à fabriquer des Tiva au Groenland pour retrouver, mais peut-être, mais disons qu'on ne sera plus là pour en parler. Je pense que ce sera dans quelques... On peut toujours demander des adaptations, un cahier des charges. Il n'est pas figé. Prenez l'anglais, je crois que là, par rapport les Tiva pour montrer plus tard s'il y a, il y a des choses qui peuvent arriver à s'adapter. Et si vous faites une demande... Je crois savoir qu'il y a eu une demande pour monter un peu plus vite. Bien plus vite, voilà. Oui, ça va être... Mais disons que ce n'est pas une modification du cahier des charges. Je ne suis pas d'accord avec cette mesure, mais c'est un autre problème. Mais disons qu'elle est accordée cette année. Madame Arias, est-ce que vous êtes un peu du même avis par rapport à ces adaptations? Jusqu'à où est-ce qu'on peut adapter? Ils n'ont pas l'air de trop... non, moi je n'irai pas aussi loin qu'il n'y aura plus d'herbe pour donner un mot de match, mais c'est vrai que je pense que tout le savoir-faire du fromager fait, aussi surtout sur l'année, sur la saisonnalité du produit qui change, avec le fromage qui devient sec ou le fromage frais. Il y a tout un savoir-faire en fait qui permet d'accompagner ce fromage. Donc voilà, tant que le lait est là et que le fromager
la possibilité d'utiliser aussi son savoir-faire. Je pense qu'il y aura encore de belles années. Donc, on ne connaît plus les bons fromages. Alors après, je pense qu'il y aura aussi besoin de certaines adaptations des cahiers des charges pour pouvoir garder cette typicité le plus longtemps possible. Une dernière question par rapport au vin. Après, je vous laisse aussi poser vos questions. Est-ce que pour le vin, on a aussi cette adaptation possible? Jusqu'à où est-ce qu'on peut adapter nos pratiques, notre savoir-faire? Elles sont énormes, hein, des plus petits détails. Je vois à quel point dans ma pratique professionnelle, le moindre geste, ne serait-ce que la taille des racines à la plantation, le cisaillage, qui est des gestes qu'on pensait immuables, sont aujourd'hui modifiés. Sans doute on a encore du temps devant nous. Malheureusement, j'ai quand même le sentiment que ce temps gaspille beaucoup. En mettant un petit peu le problème sous le tapis, en espérant que des solutions technologiques résolvent le problème au niveau sociétal. C'est vrai qu'on a la chance en Europe d'être plutôt sur un fonctionnement terroir, on est dans le milieu du vin, AOP, pour le dire un peu plus scientifiquement, cette défense de la régionalité. Ce n'est pas du tout le cas dans le reste du monde, j'en ai beaucoup plus sur un fonctionnement de marque. Et je me réjouis que les climats et le Mont d'Or se portent bien, mais quand on voit ce qu'on fait subir à nos pauvres gruyères aux États-Unis, et franchement, quand on tombe dans un linéaire français sur un morceau de gruyère avec des trous, on a envie de dissoudre l'Assemblée, on a envie de destituer le président, c'est un outrage qui est fait à ce fromage. On constate à quel point finalement ce bel artisanat est fragile. Donc les producteurs à ce niveau-là doivent aussi pouvoir être soutenus. Il y a des réticences aussi de notre côté. Si on prend la question spécifique du vin, alors nous on va pas monter au Groenland, mais on nous dit souvent vous êtes un pays montagneux, montez vos vignes pour combattre le réchauffement climatique. Et là on tombe dans des questions finalement très personnelles et prosaïques. Qui va avoir ces nouveaux terrains? Est-ce que ça va être les vignerons qui ont déjà des terres et qui doivent pouvoir continuer leur métier en n'ayant plus de terrain que leur reviennent, ou alors est-ce qu'on va laisser des néo-vignerons s'installer? Donc c'est vraiment aussi, là on voit à quel point c'est pas des petits curseurs qu'il va falloir changer pour maintenir ce savoir-faire. C'est toute une série de paramètres. Bien sûr, on va pouvoir refroidir nos caves de façon très peu écologique, mais très efficace. Et la question se pose aussi de quel type d'alimentation nous voulons, et si on peut continuer à avoir des vins, des fromages de terroir, sans que ce soit un produit de niche, effectivement, peut-être qu'avec le temps à disposition et le porte-monnaie bien fourni ou la relation qu'il faut, on aura toujours accès à cette produits d'exception. Mais la question c'est, sera-t-il réservé à un petit nombre d'individus ou est-ce que collectivement, on pourra bénéficier de tout ce savoir-faire collectif? Je vous remercie, ça englobe plein de dimensions et on voit que là c'est un sujet qui englobe des dimensions scientifiques, politiques, économiques et puis sociétales. Donc, il faut se mettre justement tous ensemble pour essayer de réfléchir à tout ça. Je vous laisse maintenant un petit peu de temps si vous avez des questions. Oui. Moi, je peux bien juste intervenir aussi, puisque on parle de vin. Enfin, moi, je suis Hortense, je travaille pour l'AOC Châteauneuf-du-Pape. Et donc, on voit bien tous ces problèmes auxquels on est confronté. Alors, on parle aussi beaucoup, je trouve, d'AOP. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à souligner. On est quand même les précurseurs en Europe, en France aussi, pour la viticulture sur les AOP. Les AOP aussi fromagères. Et c'est vrai que c'est quand même un levier qui est vraiment important. C'est-à-dire, au sein des AOP, qu'est-ce qu'on fait aussi pour évoluer avec l'évolution climatique? Et là, il y a vraiment de la ressource. Donc, ça peut être, par exemple, pour le vin, nous, ça va être, par exemple, essayer de mettre plus de blanc peut-être dans les vins rouges demain, donc jouer sur les cépages. Bon, bien sûr, on peut pas, c'est pas illimité comme solution, c'est pas un miracle, mais en tout cas, on peut quand même essayer de faire ça pour alléger un peu les vins en alcool. Et après, je pense que quand même sur la partie, pour connaître un tout petit peu certaines AOC fromagères, après, ça va être sur les agrandissements quand même d'herbage, peut-être augmenter les herbages plutôt réduire le troupeau peut-être, en tout cas modifier certaines choses des cahiers des charges pour vraiment maintenir la qualité avec les sécheresses, etc. Il y a quand même des choses qu'on doit peut-être un peu adapter au sein des cahiers des charges. Donc, tout ça pour dire quand même que l'AOC, l'AOP, c'est vraiment quelque chose de spécifique à nos pays et c'est vraiment ça quand même qui garantit des qualités de produits Ça peut être un carcan. Je dis oui, pas qu'il faut faire sauter toutes les contraintes de l'AOP, mais elles sont des fois tellement diaboliques, entre guillemets, qu'elles peuvent devenir aussi, en fonction d'une évolution, qu'elles peuvent devenir un obstacle, voire quelque chose d'assez difficile. Alors, les AOP, je prends l'exemple que vous connaissez bien, forcément,
pour les fromagers français, je prends l'exemple du Salers. Pour avoir le Salers, pas le Cantal, hein, pour avoir Salers, vous êtes obligé d'être sur un territoire donné qui est tout petit. Vous êtes obligé d'utiliser une race spécifique, mais en plus, toutes les bêtes doivent être nées dans l'aire d'appellation. Vous ne pouvez pas faire venir une Salers qui serait née de l'autre côté de la limite. Et donc, ça a permis de garantir jusqu'à maintenant un fromage exceptionnel. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas devenir aussi un obstacle pour le préserver, finalement? Ben, on peut le voir. Alors en fait, c'est-à-dire que je ne suis pas pour la démolition de tous les critères des AOP, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi que les professionnels sérieux puissent influer dans la branche et dans les critères d'appellation pour pouvoir éventuellement faire face à une vraie adaptation sans pour autant dénaturer le produit qu'ils font. Mais une AOP, ce n'est qu'un regroupement de producteurs. Donc en fait, c'est vraiment les producteurs qui sont aux manettes. C'est eux qui vont décider pour eux-mêmes. Oui, mais dans certains cas, jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était vraiment... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Pas aussi simple que ça, oui. C'est les producteurs, l'interprofession pour nous, mais après, c'est l'Office fédéral de l'agriculture qui met son rôle là, oui et non. Alors je vous dis tout de suite, élargir un cahier des charges, c'est compliqué. Par contre, restreindre, mais mieux que c'est facile. Alors ça, il n'y a pas de souci. Alors l'élargir... Ben voilà, c'est là le problème. C'est ce qu'on fait des fois au bout de 15 ans, on fait on appelle ça un nettoyage, on va dire. On met un peu les choses au point, mais c'est des petits détails qui n'ont pas d'importance. Voilà. Mais c'est vrai que ça empêche, on revient par rapport à ça, si vous avez des formats de fromage qui sont historiquement de 500 grammes, et tout d'un coup vous dites maintenant les consommateurs veulent plutôt du 200 grammes, eh bien vous êtes bloqué. Parce que le cahier des charges est basé sur une histoire, ça c'est une base, et puis de l'autre côté, ils disent, oui, mais si on voulait faire des 100 grammes ou des 150 grammes, vous devez les faire de telle manière. Enfin, voilà. Ça bloque un peu par rapport à la situation économique aujourd'hui, la demande du consommateur de portions plus petites. Ça, on peut aussi un peu se poser quelques questions par rapport au cahier des charges. Oui, alors, ce que j'aimerais dire, Madame Châteauneuf-du-Pape, je ne sais pas votre nom, mais disons que vous avez dit une chose importante. Alors là, on sort complètement du contexte du goût du fromage et du réchauffement climatique, mais le système des AOP, qu'elles soient viticoles ou des produits agricoles transformés, on est toujours dans une démarche collective. Ça veut dire que c'est les producteurs qui ont décidé à un moment donné ce qu'ils voulaient mettre dans leur cahier des charges. On ne leur a pas imposé. Enfin, donc ils ont dû présenter une demande d'enregistrement à l'INA ou en France, à l'Office fédéral de l'agriculture en Suisse, avec un cahier des charges. Et il y a une majorité des producteurs, et aussi bien en quantité qu'en nombre de producteurs, à tous les échelons de la filière, qui doivent être d'accord avec ces principes. Alors c'est vrai qu'après, pour le Salers, la race est importante. C'est une race, je ne sais pas, ça ne doit pas être la race la plus répandue en France, mais c'est une région assez confinée dans le Massif central. Moi, je suis allé voir dans les bureaux où ils créent encore les vaches avec le veau qui va sous la vache, qui l'attache, etc. Donc on peut aller très loin dans un cahier des charges. Mais ce qui est important, c'est de maintenir une certaine qualité, une qualité liée à l'origine. Parce que là, on n'est pas dans la qualité sanitaire, on n'est pas dans la qualité, parce que la qualité, on peut la décliner très largement, mais on est dans la qualité liée à l'origine. Donc si le fromage en question, ou peu importe quel est le produit d'appellation d'origine protégée, correspond et répond aux attentes du consommateur, il faut vraiment que les gens continuent, parce que le jour où ils vont faire sauter ces cartons, on n'aura plus la même qualité, les gens vont se détacher du produit en disant on ne sait pas ce qu'on a connu. On a vu avec le vache Raymond d'Or, je ne vais pas parler pour mon collègue Pascal Monneron, mais avec les problèmes sanitaires qu'il y a eu avec d'abord les salmonelles et puis les listeria, il a fallu faire subir un traitement thermique au lait. Déjà dans l'esprit des consommateurs, c'était plus la même chose. Donc c'était 1000 tonnes qui était produite à l'époque. Maintenant vous êtes monté à 600 tonnes. Voilà, donc c'est difficile d'aller plus haut parce que les gens disent que c'est plus le même produit. Et puis il y a quand même la création de valeur dans les territoires quand on est dans la OP, dans la démarche collective, parce qu'on maintient, parce que
pouvez pas exporter, enfin, on a parlé des terres laitières au Groenland, mais c'est aussi, ce qui est important, c'est que vous pouvez pas, enfin, je veux dire, la valeur ajoutée, elle va rester dans le territoire, parce que vous ne pouvez pas exporter une marque, vous pouvez la vendre. Vous pouvez dire, ben, c'est plus intéressant de la faire ailleurs, donc la marque, allez hop, on vend la marque, et puis on va faire le produit sous marque ailleurs, c'est tout à fait possible. Une fois que vous êtes dans le système de l'AOP, la valeur ajoutée elle va rester dans la région, et puis ça a des effets induits. Quand on parle de création de valeur dans les territoires d'appellation d'origine protégée, c'est qu'il y a tous les gens qui gravitent autour. Ça peut être sur le tourisme, ça peut être sur la restauration, ça peut être là autour les gens qui savent l'utiliser. Donc il n'y a pas que le producteur ou les opérateurs qui sont dans l'AOP, mais il y a tous les gens qui gravitent autour. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être pour finir, vous avez encore l'occasion bien sûr d'échanger, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager une dernière réflexion ou question? Est-ce que vous connaissez la proportion aujourd'hui du fromage qui reste lait cru et du fromage qui sont passés en pasteurisé? Moi, je connais la il y a 30% de fromage au lait cru en Suisse, 10% en France et 30% en Italie aussi. Parce que beaucoup de fromages italiens et suisses sont des fromages dont le cahier est chauffé, et du coup ça permet finalement de sécuriser plus le produit, et puis il n'y a pas de raison de passer au lait traité thermiquement. Mais ouais, c'est ça, 30% et 10% en France. Et est-ce que le fait que de plus en plus aussi de fromage pasteurisé, ça influe sur le goût du fromage? Oui, Certainement. Ah, mais c'est clair. C'est sûr et certain, c'est clair. Et c'est les produits qui sont demandés sur le marché aujourd'hui. Ouais. Si vous voulez faire des tonnages et tout, c'est le caprice des dieux, c'est ce genre de fromage, j'ai rien contre eux. Mais ils sont... Si vous le laissez aussi bien affiner, le caprice des dieux, il n'est pas si mal à la fin. Et c'est vrai, c'est super bon. C'est pas les mêmes produits. C'est clair que, je disais tout à l'heure, c'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes tonnages. Tue toute la flore native du lait, puis la flore native du lait, elle a quand même une influence importante sur, comme Madame Marias l'a expliqué, sur le goût du produit. Alors, au moment où vous tuez toute la flore native du lait, vous devez de toute façon en rajouter, parce que le lait c'est une matière vivante, donc vous devez, il y a à Aurillac un gros laboratoire qui fabrique des sortes de cultures pour semencer les laits, pour fabriquer du fromage de type industriel, parce qu'on dit type industriel, moi je ne peux pas vous donner la définition de l'artisanal et de l'industriel, peut-être que... Ouais, c'est pas la quantité, c'est très difficile de dire où est la limite, parce qu'on dit que le gruyère est un fromage artisanal, c'est 30 000 tonnes en Suisse. L'étiva, c'est un fromage artisanal, c'est 460 tonnes, donc c'est beaucoup moins. Et disons que c'est difficile de parler de fabrication industrielle, mais on peut dire de type industriel. Si on a une fabrique de tonnes, je ne vais pas citer de nom, mais vous avez plus d'intervention humaine, vous avez que des machines et des locaux de fabrication transformés en bloc opératoire d'hôpital universitaire. Vous avez le fromager aussi qui peut entrer dans le local, il y a le pédiluve, il entre avec le masque du chirurgien, les gants et tout, puis il va toucher les boutons, c'est tout. Il va pas mettre. Nous, on met, alors ça va peut-être vous choquer, mais moi quand je fais mon fromage, je vais tremper la main dans le fromage pour sentir quand le cahier est sec, est-ce qu'il est assez doux, enfin, etc. On ne peut pas le faire autrement, on ne peut pas viser sur les boutons puis dire c'est la machine qui va calculer quand le fromage est prêt à être sorti, donc je vais le sentir. Vous faites des fromages et de l'autre côté que vous voulez d'évoquer, ils font des produits laitiers, c'est comme ça qu'on les qualifie, donc c'est un peu différent. Donc ça reste du fromage quelque part, mais c'est là aujourd'hui on parle des goûts et du fromage avec un grand F quelque part, dont vous êtes des représentants puisque vous savez les faire, et les goûter très bien. Dans la communication de ces grands fromages qui sont vendus en grande quantité, il y a quand même souvent la vache au milieu des fleurs, c'est extraordinaire, hein, mais qui laisse une montagne, c'est fantastique ça. Alors on utilise beaucoup ça, je dois dire. Moi ça me fait un tout petit peu rire, on va dire de mon côté, enfin bon. Et il dit avec le bruit qui tombe en bas, j'ai remarqué depuis 25 ans, bon, c'est vrai qu'il y a 50 ans, les chantiers de fromagerie, on travaillait pour
tous les grands groupes, et c'était des chantiers colossaux. Pour Lactalis et autres, on était dans le domaine du fromage industriel. Et j'ai remarqué que depuis 2004-2005, il y a beaucoup de petites fromageries qui ont relevé le gant et qui se sont rééquipées, modernisées, tout en restant dans une production beaucoup plus artisanale et plus, on va dire en tout cas plus qualitative, ou moins standardisée déjà. Et en fait, c'est assez flagrant, quoi, ces dernières années, que ce soit dans le Massif central, dans l'Aube, où les gens produisent du chaours ou des choses comme ça, des fromages comme ça. On voit des choses et on voit une demande. Enfin, moi, je connais très bien Lincey, qui est producteur de chaours. Didier Lincey, depuis quelques années, il réexporte du chaours au lait cru aux États-Unis. Voilà. Alors qu'on disait aux États-Unis, pas thermisé, pas machin, interdit d'entrée. Ben non, ça y est, ils ouvrent un peu. Donc, il ne faut peut-être pas être trop pessimiste non plus. Le Canada aussi a développé, depuis une dizaine d'années, des petites fromageries qui ont fait du fromage à l'ancienne, alors qu'il y a 15 ans, on ne trouvait que du fromage à l'américaine. Il n'y a pas que Lactalis, hein. Non, même s'ils sont très grands et très forts. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une demande des consommateurs. Il est vrai que les fromages entre guillemets de qualité nécessitent un certain coût, un certain budget. Mais il y a quand même malgré ça une demande un peu plus grande et assez, pour nous au niveau de la vente au détail, il y a une demande toujours très présente, voire même qui s'élargit dans des jeunes qui viennent, des jeunes qui n'ont pas été spécialement formés à manger des produits de qualité ou des fromages au lait cru, qui viennent, et il y a une vingtaine d'années de ça, je me souviens de mon père quand il disait c'est foutu, les jeunes ils ne mangent plus, mais au contraire, il y a une évolution donc, qui fait aussi entre autres qui rejoint un petit peu le fait que vous parliez de petites unités de fabrication qui sont maintenues ou qui sont développées, ça c'est le côté positif des choses. Et après, un petit clin d'œil aussi, c'est vrai que depuis toujours, en Amérique, ils font que du McDo, entre guillemets. Mais non, moi j'ai un très bon ami, des très bons amis aux États-Unis qui font des fromages au lait cru, qui sont des fromages exceptionnels et qui, dans les concours fromagers qui se développent, ils sont très très bien placés. Donc, c'est pas tout perdu. Donc en Europe, on a nos soucis climatiques qui sont là. Après, ils ont le problème du prix. C'est qu'effectivement, après, tout à fait, c'est autre chose. Oui, mais pour quelle raison? C'est pas le sujet du soir, mais ce qu'il y a, c'est qu'aux États-Unis, ils n'ont pas les subventions les mêmes qu'on a en Europe pour aider l'agriculture. C'est pour ça qu'ils ont bien souvent un prix réel du. Oui, alors, je vous propose de continuer toute cette conversation par la suite. Vous aurez encore l'occasion d'échanger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus parler, d'avoir partagé votre expertise. Je vous laisse encore après passer et merci à vous d'être venus.